tenté de définir cette identité intérieure de Flaubert de deux manières, à la fois, enfin successivement si vous voulez, négativement et positivement. Comprenez bien que tout ce que je dis là est non pas arbitraire, mais c'est pareil, disjoint, et il faudra lui rendre son unité. Quand on fait une analyse psychologique, on est bien obligé de faire un découpage. Mais naturellement, ce découpage est arbitraire. Alors je vous demande, vous qui m'entendez, de rassembler tout cela en une unité à mesure. Alors disons négativement il se définirait, ce Flaubert, par un triple refus. Le premier refus serait ceci, refus de faire servir ce don qui est en lui, enfin, cette passion de l'art, refus de le faire servir à son avancement temporel. Comprenez ce que ça veut dire, avancement temporel, quoi, ça veut dire sa réussite dans le monde. Et bien la plupart des écrivains, des artistes, enfin, quand ils sentent qu'ils ont un don, essayent d'exploiter ce don précisément pour parvenir, pour réussir, et ça n'a rien de mal. Un homme comme Victor Hugo, qui était parti sans le sou, s'il fait une grosse fortune, c'est précisément parce qu'il a exploité temporellement ces dons qu'il avait. Pour Flaubert, ce qui nous paraît là si simple, c'est inadmissible. C'est une simonie, carrément. Et il dit, il y a des lettres de lui très curieuses là-dessus, il dit, je connais trop, je refuse le petit manège du monde, l'art de sourire, de donner des poignées de main, d'appeler mon cher ami des gens dont on ne voudrait pas pour domestiques. Il déclare aussi, ce que je ne trouve pas si mal vu, que la célébrité s'obtient à force de course. Ce qui signifie que pour réussir en littérature, c'est pas tellement important d'avoir du talent. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'entre-gens, de voir du monde, d'envoyer des fleurs aux belles dames, enfin de voir les journalistes. C'est ça qui compte. Et bien lui, il ne veut pas. Il veut réussir, s'il y a tenté qu'il y ait une réussite, tout seul et sans gagner de l'argent. Et la gloire, il ne s'y intéresse pas. Son ami Maxime Ducamp est un ami d'enfance, de jeunesse. Ducamp l'accompagnera dans son grand voyage de Proche-Orient, d'Égypte et de Syrie. Ducamp était quelqu'un que Flaubert prenait pour un autre lui-même. Et bien, il est arrivé entre lui et Ducamp une brisure dans l'année 52 dont je voudrais vous parler rapidement parce qu'elle éclaire bien ce personnage de Flaubert. Ils reviennent ensemble de leur voyage, c'est un voyage de Proche-Orient. C'est 1851, 50 plutôt, 50. Alors Ducamp explique à Flaubert, écoute mon vieux, nous arrivons maintenant vers notre 30e année, ce serait le moment tout de même de se faire connaître. Et il lui explique que la date est bonne, 1850, parce que Balzac est mort, parce que Chateaubriand est mort, parce que Lamartine ne compte plus, parce que Victor Hugo est en exil et qu'il est fini, il se trompe bien, c'est le moment où Victor Hugo va être le plus grand. Enfin, il croit que c'est comme ça. Alors Ducamp dit à Flaubert, c'est le moment de publier. Il faut se dépêcher, parce que ça, les places seront prises. Ben, il ne se rendait pas compte de la réponse qu'allait lui faire Flaubert, qui lui dit carrément, tous ces mots que tu emploies, se dépêcher, il est en place prise. C'est pour moi un vocabulaire vide de sens. C'est comme si tu parlais à un algonquin. Alors ce malheureux Ducamp essaye d'expliquer à Flaubert, qui n'a pas du tout tenté de l'induire à cette simonie, mais il lui répète gentiment, il ne s'agit pas de nous vendre, il ne s'agit pas de nous renier. Mais enfin, je te répète que ça serait le moment de publier quelque chose. Alors cette fois, cette lettre est de mars 52, ou de juin 52, enfin une lettre de 52. Cette fois, Flaubert lui répond avec une espèce d'emportement et de violence, et il lui dit « Décidément, nous ne suivons plus la même route. Moi, je ne vise pas le port, mais la haute mer. Et si j'y fais naufrage, je te dispense du deuil. » Ducamp a plus ou moins compris, enfin il a haussé l'épaule en se disant « Ce pauvre Flaubert est fou », et quant à lui, Ducamp, il a conduit très sagement sa petite barque. Il la fera accoster la quai Conti, juste bien en face de l'Académie française pour s'y insérer en 1880. Et 1880, c'est l'année justement où Flaubert va mourir, gros Jean comme devant, pas académicien du tout, mais fidèle à une certaine phrase violente qu'il avait prononcée et que voici, les honneurs déshonorent. Alors voilà le premier refus. Refus de faire servir son art, enfin son don littéraire, à un avancement temporel. Deuxième refus. Refus de faire servir ce don à une complaisance personnelle. Il ne s'agit pas de faire de la littérature individuelle, de la littérature de narcissisme. Il le dit carrément, l'art n'est pas un déversoir à passion. Et quand on se prend soi-même pour objet, dit-il, c'est raté. Et cependant, c'est le même homme qui va vous dire cette phrase que je trouve extraordinairement pénétrante. N'importe qui, écrit-il, et il dit bien n'importe qui pourrait faire un livre splendide s'il se racontait lui-même, mais pour de bon, sans tricher et à fond, et ça personne ne le fait. On ne le fait pas, dit-il, parce qu'on ne peut pas le faire. D'abord, personne n'ose parler de soi réellement. Il y a toujours des choses qu'on veut cacher pour ne pas blesser un père, une mère, des enfants. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et puis deuxièmement, dès qu'on essaye de se prendre soi-même pour objet de sa littérature, eh bien on triche involontairement, parce qu'on prend la pause. Celui dont on parle, c'est soi-même. Alors on est devant soi,
Et on se regarde. Ben, au moment où on se regarde, on n'est plus soi-même. Et deuxièmement, dit-il, si sincère qu'on se veuille, si appliqué à être sincère, il n'y a pas moyen de l'être quand on parle de nous-mêmes, parce que comme il l'écrit, je trouve ça très bien, la parole est un laminoir qui allonge toujours les sentiments. On en remet quoi? Alors, selon lui, l'homme qui parle de lui-même est un menteur. Et il ajoute, et quand le menteur se fait marchand, c'est-à-dire quand l'homme qui parle de lui-même vend cette littérature, alors c'est complet. Et troisièmement, le troisième refus, selon lui, c'est ça. Refus de faire servir l'art à la prédication de quoi que ce soit. Ne pas avoir de thèse, ne pas essayer de démontrer quelque chose. Mais quand il dit ça, il se condamne lui-même, parce que toute cette littérature première de lui, le mémoire d'un fou, Novembre, Esmar et tout le reste, c'était pour dire quelque chose, c'était pour enseigner aux gens cette philosophie désespérée qui était la sienne. Maintenant, il veut plus. Il veut plus parce qu'il a changé. Et j'appelle votre attention là-dessus. Il a changé parce qu'il a été un malade. Parce qu'il a été un de ceux dont Claudel dira ce sont des invités à l'attention. Invités à l'attention parce qu'ils sont des silencieux. Parce qu'ils voient personne. Parce qu'ils sont repliés sur eux-mêmes. Qu'ils ont le temps de réfléchir, de faire le point. Eh bien, écoutez cette citation que je vais vous dire de lui qui est de 46, qui vous montrera à quel point il a changé. Vous vous rappelez, il y a un instant, je vous disais que Flaubert aimait retourner la doublure des grands sentiments, montrer ce qui se cachait d'infect sur ce qu'on croyait pur. Alors maintenant, c'est une lettre de 46, il dit « J'aime toujours à regarder sous les grands sentiments pour voir ce qui se cache. Mais il arrive souvent que l'on découvre, là où on s'y attendait le moins, des mines irrévélées de pureté et de dévouement. Ça lui ressemble peu. Et il a pris une espèce de passion pour Boileau. Oui, le vieux Boileau, le classique Boileau. Parce que Boileau est l'homme qui a dit « Rien n'est beau que le vrai seul est aimable ». On a tous répété ça dans nos classes, et en réfléchissant pas à ce qu'on dit. Mais lui, quand il prononce ce début de phrase, en donnant à chaque syllabe son poids, rien n'est beau que le vrai, ben ça lui donne un coup au cœur. Et il y va, bon jeu, bon argent et 100%. Alors ça, c'est l'aspect négatif du personnage. Et positivement, comment pourrait-on le définir? Eh bien, vouer sa vie à cette inutilité magnifique de l'art. Là voilà, c'est sa technique, enfin son idée de base. Inutilité magnifique, il a le sentiment que ça ne sert véritablement à rien. Mais que d'autre part, c'est à cela qu'il est voué. Et je dis bien voué. Autrefois, enfin, il y a quelques années, il parlait d'escamoter la vie, c'est-à-dire de fuir. Maintenant, il s'agit beaucoup moins, dans sa pensée, d'une fuite que d'une appartenance. Il sait qu'il appartient à ça, que c'est ça qu'il doit faire. Travailler dans cette direction qui est celle de la vérité. Celui qui était si peu pharisien, enfin, qui n'aimait pas du tout essayer d'éblouir quiconque sur sa personne, il écrit dans une lettre « Je veux faire de ma vie une espèce de colonne nue pour y mettre tout en haut une flamme. » Et en 47, il dit à son ami Chevalier, qui partait pour être substitut d'un procureur en Corse, il lui dit « Chevalier, moi je n'en veux pas du tout de partir comme substitut d'un procureur et de faire une carrière comme tout le monde. On n'a pas tous la même vocation, mais je te fiche mon billet. Que si tu ne viens me revoir que dans 10 ans, eh ben, tu me retrouveras à la même table, penché sur les mêmes papiers. » Il lui dit ça en 47. Eh bien, supposons, j'en sais rien, enfin, supposons qu'il soit revenu qu'en 57, le Chevalier. C'est vrai, il aurait trouvé Flaubert à sa même table dans le pavillon de Croisset, penché sur des papiers qui, cette fois, s'appelaient Salammbô. Et s'il n'était revenu que 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 67, il l'aurait trouvé à sa même table, penché sur des papiers qui, cette fois, s'appelaient l'éducation sentimentale, et supposé qu'il ne soit revenu que 30 ans après, il l'aurait encore trouvé effectivement au même endroit, à sa même table dans le pavillon de Croisset, penché sur des papiers qui s'appellent, cette fois, Bouvard et Pécuchet.